Bonjour et bienvenue dans le 19e épisode du podcast AWS en français. Merci de nous donner un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes de votre temps, au creux de vos oreilles, que vous soyez en train de courir dans les bois, sous la douche ou dans le métro ou en voiture pour apprendre sur AWS. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Ismaël Tour, qui est Solution Architect Manager. Bonjour Ismaël. Bonjour. Merci Sébastien. d'être là et on va parler d'Outpost, un nouveau service qui est un peu différent des autres services cloud, puisque jusqu'à présent, nous avions des services virtuels dans le cloud auquel vous pouviez accéder à travers des API. Et là, cette fois-ci, on parle de hardware. Alors, Outpost, c'est quoi ? Outpost, c'est quoi ? Bonjour Sébastien déjà, et merci beaucoup de m'avoir invité à ce podcast. Aujourd'hui, ça fait 13 ans qu'on est dans le cloud, à peu près 13 ans que AWS existe. On a créé AWS initialement avec EC2, donc la partie compute, ensuite du stockage, ensuite une multitude de services qui montent aujourd'hui à 185 services plus. On s'est posé la question depuis le début, comment apporter cette infrastructure, cette connaissance, cette compétence dans les data centers de nos clients, parce que c'est un besoin qui a été exprimé à plusieurs reprises par nos clients. Outpost, aujourd'hui, on a eu le grand plaisir d'annoncer la disponibilité générale d'Outpost qui va permettre en gros d'apporter AWS dans les data centers de nos clients. On met un petit bout du cloud dans mon data center ? C'est exactement ça. On met un bout du cloud dans le data center. Ça n'a pas été évident, comme je l'ai un peu indiqué avant, parce que ça fait pas loin de 12 ans, donc juste après avoir créé AWS, qu'on a vraiment commencé à réfléchir immédiatement à comment est-ce qu'on pouvait résoudre cette problématique qui est d'autant plus complexe qu'elle induit des problématiques de sécurité, de contrôle de l'environnement et d'opérabilité de ces infrastructures. Dont on va parler pendant le reste de cet épisode. Alors concrètement, c'est quoi ? C'est un rack, c'est du matériel ? Concrètement, c'est un rack qui fait 42 U, qui fait à peu près 1000 kilos. C'est du matériel. C'est le même matériel qui est utilisé dans les data centers de AWS, avec la même couche logicielle, les mêmes API, avec lesquels on va pouvoir opérer donc des workloads directement sur site pour des besoins d'applicatifs qui ont besoin de latence extrêmement faible pour des problématiques de souveraineté potentiellement, mais je suppose qu'on va en parler plus tard, et pour des problématiques aussi de localisation des datas liées à des réglementations de conformité ou à des points juridiques. Donc les use cases, c'est si je veux déployer des instances EC2 ou des bases de données à la proximité proche en termes réseau du reste de mon infrastructure, ou si je veux garder des données sur un territoire donné ou entre quatre murs donnés, je peux maintenant avoir un bout du matériel qu'AWS utilise dans ces data centers et le mettre chez moi sous la forme d'un rack. Et quoi, je commande le rack, je le connecte au réseau, je connecte le courant et voilà. Alors c'est à peu près ça. Je vais essayer d'être un peu plus précis sur la partie installation, parce que on ne voulait absolument pas qu'Outpost soit comme nos amis du retail qui vous livrent des colis potentiellement que vous allez déballer une grosse boîte d'Amazon. Et installer vous-même. Donc Outpost, bien évidemment, il va avec la complexité hardware et le savoir-faire qu'on a développé depuis de nombreuses années. Donc aujourd'hui, c'est effectivement un bout d'AWS qu'on va pouvoir installer dans son data center et opérer à travers la console AWS avec les mêmes appels API, le CLI, la même console de management. On va avoir une possibilité donc de commander un rack Outpost qui viendra avec un certain nombre de prérequis. Donc on va vérifier avec vous que vous avez suffisamment d'électricité, en sachant que Outpost est délivré avec différents types de capacités électriques. Donc on parle de 5, 10 et 15 kVA. Ce rack-là, il va arriver totalement monté et totalement préparé. Pré-câblé. Serveurs pré-câblés, pré-patchés, de sorte à ce qu'il n'y ait plus qu'à appeler votre électricien pour connecter ce rack à votre électricité. Et les équipes d'AWS activent le rack en à peu près 4 heures aujourd'hui. D'accord. Il y a un technicien AWS qui vient avec, ou c'est du self-service côté client ? Ce sont les équipes AWS qui viennent font le branchement. Le rack, qui font le branchement. À la seule exception, pour des raisons légales, c'est l'électricité. Vous devez fournir un électricien qui va venir plugger le rack à votre électricité. D'accord. Et tu as dit un truc important, le rack se contrôle à travers la console AWS, exactement. Donc les SDK, la ligne de commande, les API, tout ça, c'est exactement la même chose. C'est comme si ce rack était dans le cloud, sauf qu'il est chez vous. Et donc il apparaît comment dans la console ? C'est quoi ? C'est une availability zone en plus ou... Alors, aujourd'hui, le rack, effectivement, va se contrôler totalement par la console, pour la pure et simple raison qu'il y a une extrême grande complexité à exécuter
aujourd'hui la création d'une instance. Quand vous appelez une instance, vous faites un simple appel API. Aujourd'hui, effectivement, le rack, comme je l'ai expliqué un peu avant, vous n'allez pas simplement faire un appel API pour avoir votre rack, vous allez le commander. Une fois qu'il est installé, cependant, vous allez pouvoir orchestrer dès son installation le déploiement d'instances, de stockage, de bases de données. Cette orchestration-là, elle se fait via un control plane qui n'est évidemment pas dans vos data centers parce qu'il requierait des milliers de microservices installés sur des milliers de serveurs. Donc le control plane, juste pour clarifier, c'est la partie chez nous, chez AWS, qui accepte les appels d'API des clients. Donc il contrôle la machinerie AWS. Exactement. Et donc ça, tu dis, ça c'est dans le cloud. Ça reste dans le cloud. Donc mon API arrive dans le control plane. Qu'est-ce qui se passe après? Ensuite, le control plane va exécuter une commande. Donc grosso modo, comment est-ce qu'on a solutionné la problématique pour pouvoir créer Outpost? On a créé ce qu'on appelle les Outpost proxy qui vont eux être dans le cloud, qui vont émuler à travers un lien réseau qui est soit un VPN, soit un Direct Connect. Et on recommande vivement à nos clients d'utiliser du Direct Connect pour des raisons de bande passante stable et de latence, qui va orchestrer et qui va piloter un Outpost Edge Device qui lui est installé dans le rack et faire croire à l'Outpost qu'il est au sein de la région AWS, et l'Outpost de facto va se comporter comme une 4e ou une 3e zone de disponibilité selon la région où vous êtes. Et donc, quand vous allez orchestrer le déploiement de vos instances, vous allez pouvoir choisir cette zone de disponibilité-là qui va être représentée sous forme de subnet, parce qu'un subnet est rattaché et égale une zone de disponibilité, va être rattaché à ce subnet, donc votre instance va être créée de facto dans ce subnet. Et donc c'est vraiment ça, dans la console, je vois EC2, je choisis ma zone de disponibilité, j'aurai US 3, donc par IA, B, C, et puis j'aurai Outpost 1, Outpost 2, si j'en ai 2, etc. On aura un Outpost ID, effectivement. Un Outpost ID, ok. On aura Outpost 1, 2, selon le nombre d'outposts dont vous avez besoin. Bien évidemment, il faut vous rapprocher de vos équipes AWS, donc techniques et commerciales, pour définir avec vous quelle architecture correspond à votre besoin et si Outpost est vraiment la bonne solution pour votre problématique. Et en termes de VPC, donc si c'est comme une availability zone, je peux créer un subnet qui est mon Outpost, qui fait partie d'un VPC hybride entre le cloud. Alors sur la conception, moi je déteste parler d'hybridation parce que ce n'est pas une hybridation réellement. On va vraiment avoir la possibilité pas de créer un subnet, mais on peut créer des milliers de subnets si on veut créer des milliers de subnets. Il faut savoir que un outpost va faire partie intégrante de votre VPC. Donc vous allez vraiment avoir une unité au sein de votre console de management qui vous donne les mêmes comportements qu'aujourd'hui vous pouvez avoir sur la console AWS quand vous opérez un workload dans une de nos régions. Ça veut dire que les alarmes CloudWatch, les logs, etc., tout ça remonte normalement, donc toute ma procédure opérationnelle que j'ai déjà en place continuera de fonctionner avec Outpost. Alors tout ce qui est déjà en place continuera de fonctionner. On a introduit un nouveau concept qui va s'appeler la Local Gateway. Donc quand on va commander un Outpost, on va livrer l'Outpost, on va avoir la possibilité de connecter l'Outpost au réseau avec des liens de 1, 10, 40 et 100 gigabits. Donc sur des uplinks, le client choisira le type de liaison qu'il veut établir. Ensuite, on va demander au client uniquement de créer 2 VLAN. C'est les 2 VLAN indispensables au démarrage d'Outpost. Donc un VLAN, ce n'est ni plus ni moins qu'une segmentation réseau qui va encapsuler des subnets ou un subnet plus précisément. Et donc dans ces 2 VLAN, on va avoir un des VLAN qui va permettre à l'Outpost Edge Device dont j'ai parlé avant de communiquer avec les Outpost proxy qui le sont dans le cloud et donc opérer tout ce process, ces workflows de management à travers ce lien, donc cette encapsulation totalement dédiée qui va effectivement englober toute la partie monitoring, sécurité, métrique qui vont remonter dans CloudWatch et qui vont permettre d'avoir une durabilité sur ces logs et sur les événements qu'on a pu avoir dans la console. Alors tu as dit qu'il y avait 42 U, donc il y a un mix de stockage et de compute, je suppose, comme dans tous les bons racks, un peu de réseau probablement aussi, des réseaux internes au rack. Quels sont les services AWS qui sont disponibles sur Outpost? Je suppose qu'il n'y a pas les 180 services que tu as mentionnés au début. Alors j'aime bien utiliser le mot pour dire que les 185 services plus qu'on a sont accessibles à partir d'Outpost, étant donné qu'Outpost fait partie de la console de management. Mais il va de soi que des services comme Aurora ou des services comme S3, donc Aurora c'est notre moteur de base de données managée qui apporte des performances X fois supérieures, 10 fois supérieures à des bases de données traditionnelles du marché, donc sur MySQL et Postgre. Mais c'est un concept Aurora de service qui nécessite d'être sur 3 zones de disponibilité.
Donc ce type de services ne vont pas forcément être disponibles au premier jour, même si on y travaille. Aujourd'hui, les services qu'on va avoir EC2, on va avoir EBS, donc sur la partie stockage, on va avoir ECS pour la partie orchestration de conteneurs Docker, on va avoir EKS également. On a une preview sur Kubernetes, qui est un des outils, donc EKS, je rappelle, qui est un des orchestrateurs favoris de la communauté de développeurs du moment. Et on va avoir également une preview de RDS qui est accessible dès aujourd'hui, sous forme bien évidemment de preview. Donc RDS, c'est pour ça que j'ai mentionné Aurora avant. Donc ça sera RDS, mais pas Aurora. MySQL. Postgre. MySQL et Postgre. Donc je peux démarrer une base de données, je peux démarrer EC2, je suppose qu'il y a un minimum d'autoscaling qui va fonctionner. Exactement. Toutes les choses que je connais et que j'aime sur AWS continuent d'être là dans le poste. EBS, ça veut dire des snapshots également. Exactement. D'accord. Sur AWS, on parle d'un modèle de sécurité partagé où le client est responsable de la sécurité de ses applications et des choses qu'il met dans le cloud, tandis que nous, AWS, on est chargé et responsable de la sécurité du cloud, de l'infrastructure. Mais si on met un bout de notre infrastructure chez le client, quel est l'impact sur le modèle de sécurité partagé ? L'impact, j'ai envie de dire qu'il est évident. Aujourd'hui, les data centers de AWS sont contrôlés par AWS. On contrôle la périmétrie du data center, on contrôle l'accès au data center, on contrôle l'électricité du data center, on contrôle la température du data center. Ces racks Outposts vont être effectivement dans vos data centers ou dans vos locaux techniques. Ces locaux techniques sont sous votre responsabilité, ce qui de facto déplace la frontière de responsabilité à l'intérieur de vos data centers jusqu'à la porte du rack Outpost. Les racks Outpost vont ressembler à des racks traditionnels du marché, sauf qu'il nous a pris du temps de fabriquer des logos et on déteste mettre des logos sur nos équipements, mais on va avoir ce rack là qui à sa frontière va contenir à l'arrière du rack, donc en haut du rack, on va avoir un bandeau qui va vous permettre justement de venir connecter vos uplinks réseau, et également, comme je l'ai indiqué avant, votre électricien va connecter le rack à l'électricité. Donc la limite de responsabilité du client va s'arrêter à ces deux points d'entrée là, vraiment au point d'entrée réseau sur le rack et au point d'entrée électricité sur le rack. Tout ça est sous la responsabilité intégrale du client, bien évidemment, parce que il n'est absolument pas sous notre contrôle. Par contre, ce qui se passe à l'intérieur du rack Outpost est totalement managé, monitoré et sécurisé par les équipes AWS qui vont monitorer et vérifier que le rack se comporte comme il devrait se comporter. Et si une partie tombe en panne, parce que comme dit Werner Vogel, tout tombe en panne à un moment ou l'autre, il suffit d'attendre. Si un disque tombe en panne, par exemple, qu'est-ce que je fais ? On parle effectivement de matériel, donc tout type de matériel tombe en panne tout le temps. Bien que nos équipements soient extrêmement robustes et produits à l'échelle pour couvrir les besoins de nos clients que vous êtes, on va aujourd'hui fournir un service. On ne fournit pas un rack dans vos data centers. On fournit un service qui s'appelle un outpost. Un outpost peut être composé jusqu'à 16 racks aujourd'hui. Et ces 16 racks, si vous en prenez 16, sont sous notre entière responsabilité. Une fois qu'ils sont connectés et accessibles depuis la console de management, vous allez juste vous soucier de déployer vos instances, déployer vos bases de données, déployer bientôt S3 sur lequel on est en train de travailler, qui va être annoncé sur une nouvelle version d'S3 en 2020 pour pouvoir adresser des besoins de clients qui nous ont été exprimés. Mais si un équipement venait à tomber en panne à l'intérieur de ces racks, nous prévoyons, en livrant ces équipements, suffisamment de capacité pour déjà permettre à vos équipes de ne pas avoir besoin de nous appeler pendant la nuit, parce que du coup vos applications vont continuer à fonctionner normalement, parce qu'on a de l'extra capacité sur le rack. Et en plus de ça, on va vous fournir une SLA de 2 jours pendant lesquels du personnel AWS, j'insiste là-dessus, va vous contacter pour organiser avec vous une fenêtre d'accès à vos data centers pour remplacer, le cas échéant, l'équipement défectueux. Est-ce qu'il doit... Ok. Je suppose que toutes les données dans la boîte, enfin dans le rack, sont chiffrées au repos, donc il y a un système de gestion de clés. Si jamais je dois retourner la boîte, qu'est-ce qui arrive avec mes données qui sont dessus ? Alors, il y a plusieurs choses qui sont extrêmement importantes pour nous en termes de retourner la dite boîte. Excuse-moi, je simplifie un peu le rack. Aujourd'hui, tout matériel de stockage physique qui entre dans un data center, comme vous pouvez
pour ceux qui connaissent ces data centers, vont sortir broyés de ce data center. Aujourd'hui, on essaie d'adresser cette problématique de destruction qui correspond pour nous à du gaspillage et à de la pollution potentiellement sur un autre axe, sur un axe plus de chiffrement. Donc aujourd'hui, effectivement, tout ce qui va être dans le rack va être chiffré en se basant sur la technologie Nitro qu'on a créée il y a à peu près 9 ans à travers l'acquisition d'Annapurna Lab. Donc Nitro, ce sont des chipsets spécialisés qui prennent en charge les fonctions de virtualisation, autrefois en software, maintenant en hardware dans les serveurs, et c'est ce qu'on utilise dans nos data centers. Donc il y a la même technologie Nitro dans Outpost. Exactement. Okay. La technologie Nitro, effectivement, est totalement transportée dans Outpost, et c'est notamment grâce à Nitro qu'on a été aujourd'hui capable de vous offrir cette nouvelle fonctionnalité, ce nouveau service que est Outpost. Donc, ce qui va permettre, en gros, aujourd'hui, à travers ce chipset de sécurité qu'on a à l'intérieur du serveur et des équipements, de gérer des clés de chiffrement. Ces clés de chiffrement qui sont elles-mêmes chiffrées par une master key, qui, elle, va être stockée sur un équipement Nitro, qui est un équipement physique. Hardware. Et ce hardware va pouvoir être détruit purement et simplement au moment où le rack est censé être décommissionné, où le rack est censé quitter votre data center. La destruction de cet hardware induit de facto la destruction intégrale des données, parce que c'est cet hardware qui contient les clés qui permettent de chiffrer et de déchiffrer. Donc si je schématise, il y a une carte électronique que je peux enlever, physiquement enlever, et qui contient la clé master qui sert à encoder toutes les autres clés de la machine, et donc les données sont plus accessibles. C'est vraiment ça, c'est une carte à enlever. C'est vraiment une carte physique en façade du serveur. Je vous invite à ne pas l'enlever, parce que toute intrusion dans le rack va lever des alertes et va rendre inopérables tous vos équipements, toutes vos applications qui sont à l'intérieur, notamment la clé de chiffrement. Donc, il ne faut surtout pas l'enlever. Mais effectivement, enlever cette carte et tourner la petite vis qui a au-dessus détruit le microprocesseur qui va rendre la clé inutilisable, donc les données inaccessibles. En sachant que sur ce retour de boîte dont on parle, il est important de savoir que Outpost va avec un engagement bien évidemment dans le temps, qui est un engagement de 3 ans. Donc, quand on prend Rack Outpost aujourd'hui, on s'engage pour 3 ans. Pour 3 ans minimum. C'est une bonne transition sur 2 questions que j'ai. J'ai beaucoup parlé d'Outpost dans des meet-up récemment, plus d'une dizaine de fois dans différentes villes en France et ailleurs. Et j'ai 2 questions qui reviennent tout le temps. Le premier, c'est est-ce que vous êtes propriétaire, est-ce que le client achète Outpost ou est-ce qu'il le loue? Et tu as répondu à la question, puisque tu as dit que c'était un service. Donc, c'est quoi le modèle de pricing? C'est un abonnement mensuel pour le service ou annuel pour le service? Alors, le modèle de pricing, il ressemble un peu au modèle de pricing des reserve instances, même si j'aime pas utiliser cet exemple-là complètement, mais on va être sur un engagement de 3 ans. On va pas avoir de no upfront, on va avoir soit du partial upfront, soit du all upfront. Je vous invite à aller sur la page pricing. Et une fois qu'on a commandé ce rack, on va allouer une certaine capacité. Donc, on va choisir un certain nombre d'instances qui sont basées sur la technologie Nitro. Donc, du coup, ça va être du C5, du R5, du M5. Donc, bien évidemment, ça vous laisse facilement imaginer qu'on va fournir prochainement d'autres instances qui sont basées également sur Nitro, à savoir les Gravitons, par exemple, les M6, G6 qui ont été annoncés récemment. Mais j'ai un peu perdu votre question, il me semble. J'achète ou je loue Alors vous louez un Outpost aujourd'hui. Ok, c'est la réponse. Et donc on paye mensuellement ou partiellement upfront pour une partie de temps. Donc ça, c'était une question que j'avais très souvent. Et alors j'avais une autre question qui m'a amené à plein de réflexions sur les use cases possibles. C'est est-ce que ça fonctionne offline? J'ai plein de gens qui m'ont dit c'est génial. Moi, je gère une flotte de bateaux. J'aimerais bien en mettre un dans chacun des bateaux avec des connexions qui tombent, ou dans des avions, ou dans des trains. Enfin, on peut imaginer des tas de use cases. Donc, qu'est-ce qu'il en est d'un Outpost offline? Outpost n'a pas été conçu pour fonctionner offline. Aujourd'hui, quand on part de la conception même de l'Outpost que j'ai évoqué un peu en début d'émission, on a le control plane qui est dans le cloud, avec les millions de microservices, les milliers de microservices selon ce que vous orchestrez, qui vont piloter la génération, la création de vos ressources. Ce qui induit le fait qu'une fois que l'Outpost est déconnecté, l'Outpost n'a plus accès à son control plane. Donc tout ce qui a été démarré initialement, si vous avez des conteneurs ECS, vous avez des EC2, continueront à fonctionner. Les logs vont pouvoir être stockés de manière temporaire sur le stockage qui est disponible, en attendant d'être shippés sur S3, donc d'être envoyés sur S3. Mais bien évidemment, cette déconnexion, pour nous, ne doit pas dépasser 2 jours.
parce que l'Outpost n'a pas été conçu pour fonctionner offline. Si vous avez besoin de travailler sur des bateaux, des avions, des trains ou dans la forêt amazonienne, pourquoi pas, vous avez la possibilité de regarder avec nos équipes d'autres types de solutions, type Snowball, par exemple. Si vous connaissez la Snowball dans sa version initiale, c'était du stockage. On a créé la Snowball Edge également, qui va, elle, contenir du compute et qui va vous permettre d'orchestrer des conteneurs Docker, de faire de l'IoT avec des solutions comme Greengrass de chez AWS, qui va permettre de faire des inférences, donc de pouvoir valider les modèles qu'on a entraînés potentiellement dans le cloud sur un Verified offline, Edge. sur un Edge device, mais Outpost n'a pas été conçu pour fonctionner offline. D'accord, la réponse est parfaitement claire comme ça. Peut-être pour le futur aussi, continuez de nous le demander, puisque la plupart des fonctionnalités et des services qu'on sort dépendent des demandes que nous recevons de votre part. Est-ce qu'il y a déjà des clients qu'on peut citer en Europe ou ailleurs qui sont en train d'en commander, d'en installer? On peut citer effectivement quelques clients. J'y vais toujours avec beaucoup de prudence pour ne pas parler des clients dont on ne doit pas parler. Bien sûr. On a le principe de référence publique, donc le client qui veut communiquer des informations chez nous a le droit de nous en informer. On a Philips qui a témoigné avec nous, qui a témoigné à re:Invent, donc à notre grand messe annuelle qui se passe à Las Vegas. En novembre 2019. En novembre 2019, bien, très exactement. Merci Sébastien. Et Philips a témoigné donc l'utilisation at scale d'Outpost pour remplacer quelque chose qu'ils faisaient déjà. Donc, ils avaient déjà essayé de solutionner ce type de problématique parce qu'ils ont besoin d'avoir des équipements physiques dans les hôpitaux. Donc là, on parle de la division médicale de Philips. Qui va avoir besoin d'avoir de la puissance de calcul, du stockage et d'orchestrer des applications au plus proche, bien évidemment, des équipements médicaux, comme vous pouvez imaginer la criticité que ce type de workload peuvent avoir. On a la principauté de Monaco qui a annoncé récemment qu'ils allaient acquérir entre guillemets, donc louer des racks Outpost pour des problématiques de souveraineté, pour des raisons de souveraineté. Pour garder les données sur le territoire de la principauté de Monaco. Et merci pour ce point, parce que ce point, il est également pour vous rappeler que toutes les données que vous mettez sur Outpost, c'est vous qui décidez de les déplacer dans la région, si vous souhaitez les déplacer dans la région. AWS ne déplacera pas vos données à votre place dans la région. Les seules informations qui vont remonter dans la région, ce sont les métriques de monitoring et de supervision des équipements qui vont dans CloudWatch. Ça veut dire que les backups, les snapshots EBS sont en local sur le rack. Les snapshots EBS sont en local. On peut les envoyer dans S3, bien évidemment. Et si on parle de snapshot EBS, bien évidemment, faut partir du principe que vous n'allez pas pouvoir conserver une quantité illimitée de snapshots localement. Donc, il faudra partir du principe que ces snapshots doivent être envoyés à un moment ou à un autre sur S3, qui reste régional, bien évidemment. C'est une des caractéristiques d'Outpost. À un moment, le cloud est élastique. Avec Outpost, forcément, on réduit l'élasticité à la quantité de matériel et de stockage qui sont disponibles dans le rack à ce moment-là. Mais donc, on a bien compris, les use cases, c'est la proximité du reste de l'équipement. Dans les hôpitaux, avec l'exemple de Philips, on peut imaginer, je suppose, des cas industriels aussi, des chaînes de montage, des choses comme ça. Et la souveraineté des données, c'est-à-dire garder les données sur un territoire donné. Comment j'en commande un ? C'est la partie la plus simple finalement de notre discussion, Sébastien. Pour en commander un, on va sur la console. On choisit déjà donc le bouton Outpost, où on fait une recherche, on tape Outpost, on va atterrir sur une page qui va nous demander dans un premier temps de créer un site. Donc on va créer un site Outpost. Un site Outpost, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins que les éléments que je vous ai cités un peu avant. Donc vous allez définir une adresse, vous allez définir le type d'électricité que vous êtes capable d'accommoder, le type de connecteur fibre que vous souhaitez avoir, parce que j'ai parlé de 1, 10, 40 et 100 gigabits. Donc on part du principe que vous pouvez avoir du multimode ou du single mode en fibre. On accepte sur la partie électrique du courant en monophase et en triphase, mais vous allez créer un site et dans lequel vous allez donner toutes vos spécificités. Et une fois que ces spécificités-là sont complétées, vous allez aller choisir une variante d'Outpost avec un certain nombre de caractéristiques liées aux instances que vous voulez avoir sur Outpost. Donc, c'est la capacité que vous allez définir en termes de nombre d'instances que vous allez pouvoir créer sur votre Outpost. Et ensuite, vous allez cliquer sur le dernier bouton final pour commander votre Outpost.
Et là, il y a quelqu'un d'AWS qui m'appelle et qui dit le camion arrive dans X semaines ou X jours. Alors, on a eu une discussion intéressante avec plusieurs clients et des discussions intéressantes avec plusieurs clients. Et j'ai moi-même eu l'expérience de déployer des racks dans les data centers. C'est des process qui prennent généralement 6 à 8 semaines pour assembler, connecter, configurer, appeler les équipes réseau, gérer la sécurité et tout ce que vous pouvez imaginer ou que vous avez déjà expérimenté. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton commander, nous, on a un lead time d'à peu près 2 semaines aujourd'hui, pendant lesquelles on va vous livrer le rack. Donc, il y a quelqu'un de AWS qui va vous contacter, effectivement, prendre rendez-vous avec vous sur un créneau qui vous correspond, il va s'assurer que les équipes chez vous sont suffisamment disponibles ce jour-là pour donner accès donc à votre environnement pour pouvoir installer le rack. On va arriver effectivement avec un camion. Ce ne sera absolument pas marqué AWS, ce sera un camion blanc ou d'une autre couleur. Ce camion va arriver auquel livraison chez vous. Du personnel de AWS va vérifier le chemin de transport du rack jusqu'à l'emplacement où il doit être. Et ensuite, on va aller installer ce rack-là à cet emplacement. Votre électricien, je le rappelle, va le connecter à l'électricité et les équipes Outpost AWS vont terminer la configuration du rack et vérifier que rien n'a été abîmé pendant le transport. D'accord. Et à partir de ce moment-là, je vois le rack apparaître dans ma console. À partir de ce moment-là, je peux lancer des instances. Votre Outpost apparaître dans votre console et vous pouvez lancer C2. Ça semble magique, mettre un morceau du cloud AWS dans mon data center. Ismaël, merci pour cette explication très claire d'Outpost. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires ou des feedbacks, vous nous laissez des commentaires sur la page du podcast ou sur les réseaux sociaux, Sebsto, SEBSTO sur Twitter, et puis je relayerai, je répondrai aux questions. La documentation, tu as parlé du pricing, je mettrai les liens dans les notes du podcast également. Fin du 19e épisode du podcast AWS en français. Merci Ismaël d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de laisser aussi les petits pouces vers le haut ou les petits pouces vers le bas et de parler du podcast autour de vous si certains de vos collègues ou de vos amis peuvent être intéressés. À la prochaine fois pour un prochain épisode et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.